monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. Dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, le pays prévoit de sévir à l'égard des commerces qui refuseraient de donner leurs invendus encore consommables. Le CESEC s'est penché ce matin sur un texte qui, aux yeux de l'institution, se trompe de cible. Après 11 années de bons et loyaux services, Michel Mauvoisin s'apprête à quitter la tête d'ATN, l'occasion pour lui de revenir sur la situation de la compagnie et sur les perspectives de développement. Et nous prendrons la direction de Paia où se tiendra ce soir la traditionnelle marche sur le feu. Le Umouti est une expérience spirituelle, culturelle et physique. Elle nous sera commentée par notre journaliste Nicolas Pérez. Les nouvelles de nos sportifs à l'étranger, c'est dans notre rubrique Théara Sport avec notre spécialiste Oriano Tefa. Le pays renforce la lutte contre le gaspillage alimentaire issu donc de l'activité commerciale. Un projet de loi a été transmis au CESEC pour avis. Les conseillers regrettent que le texte vise essentiellement les commerçants et qu'il prévoit d'importantes sanctions en cas de défaillance. D'autant que, selon le CESEC, ces commerces jouent déjà le jeu. Esther Parot-Cordette. Les grandes chaînes avec des petites surfaces seront concernées par les contrôles. Donc il y a une injustice quelque part. C'est un projet de loi anti-gaspillage alimentaire qui avait été rejeté par la Fédération générale du commerce en 2021. Et il crée aussi un malaise au sein du CESEC. Le texte ne traite que d'obligations, de sanctions et de répression. Il ne vise que les grands commerces de plus de 300 mètres carrés de surface. Et ce ne sont pas les plus gros gaspilleurs, selon les rapporteurs. La plupart des obligations ne concernaient que 41 commerces, en réalité, qui sont les plus gros. Et en fait, ceux qui sont déjà le plus structurés et déjà les plus sensibles au sujet. Et donc, en réalité, ça ne va toucher qu'une part très limitée du gaspillage alimentaire. Alors que ça concerne toute la chaîne, depuis le producteur jusqu'au consommateur, qui en fait est le plus gros gaspilleur en réalité. Si tu donnes pas, tu as une sanction. Le projet de loi interdit de jeter de la nourriture sous peine d'amende allant jusqu'à 3 millions. Il fixe une obligation de mise en avant de certaines denrées alimentaires en fin de vie dans un espace dédié. Les professionnels ont aussi l'obligation de faire des dons au travers de conventions et si le commerçant ne répond pas à la sollicitation, il peut être dénoncé. Et ça dérange terriblement parce qu'on ne comprend pas très bien pourquoi des gens qui, naturellement, sans qu'ils aient besoin d'ailleurs d'un projet de loi, étaient d'accord pour donner aux associations. On ne comprend pas très bien pourquoi arrive un projet sur lequel on les oblige. Sanctionner des gens qui donnent, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Pour le CESEC, le gouvernement se trompe de cible. Il recommande entre autres de revoir le volet répressif, toute la chaîne de responsabilité anti-gaspillage et de créer des filières pour faciliter la collecte et la valorisation des denrées alimentaires. Et 10 jours après la mort suspecte d'un homme de 59 ans à Apuna, un trentenaire a été mis en examen pour meurtre, vol et escroquerie. Aujourd'hui, ce père de famille de 4 enfants qui a nié les faits lors de sa garde à vue a été incarcéré à Noutania. Plusieurs indices graves et concordants pèsent contre lui. Le trentenaire a en effet été filmé par des caméras de surveillance quelques heures après le décès de la victime, alors qu'il utilisait la carte de crédit de celui-ci. Il était également en possession de son téléphone portable et avait utilisé son véhicule. Le ministère de l'économie a organisé ce matin à l'Assemblée une journée dédiée à l'économie sociale et solidaire, une économie qui s'ancre dans des valeurs de solidarité, d'inclusion et de préservation de l'environnement. Son impact est encore à mal mesuré sur le territoire. Cette première journée de réflexion devait permettre d'identifier des pistes d'amélioration dans l'accompagnement et la simplification administrative. Nous écoutons Hinano Teanotonga, directrice de l'Agence de développement économique et coordinatrice de l'événement. En France, ça représente quand même 10% du PIB, donc c'est pas rien. On n'a pas cette ambition pour l'instant parce qu'on est au démarrage de la formalisation. Mais je dirais qu'aujourd'hui, tout autour de nous, je pense que beaucoup font déjà de l'économie sociale et solidaire
qui s'appelle peut-être autrement dans une économie classique, et c'est juste de mettre en valeur tout ça. Et voilà, l'idée c'était ce rassemblement pour sensibiliser aussi nos élus à l'Assemblée, le gouvernement, de l'intérêt de porter ce secteur. Il faut savoir aussi qu'on est en même temps en train d'élaborer les travaux de la stratégie de développement économique du pays pour les 10 années à venir, et l'USS fait partie intégrante de cette stratégie, donc voilà, c'est d'accompagner la démarche. Et au rang des acteurs économiques du pays, Air Tahiti Nui se prépare à faire ses adieux à Michel Monvoisin. Le PDG a été remercié il y a quelques mois par le pays, actionnaire majoritaire. À quelques jours de son départ, il nous livre son analyse sur les perspectives de croissance de la compagnie Otiare à Valentine Vassel et Esther Cuneo. Dans son bureau, un premier carton rempli du traditionnel collier d'adieu donne le ton. C'est qu'après plus de 10 ans à la tête d'Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin s'est attaché à ses équipes. Ils m'ont fait une belle fête mardi soir. Hein. On a fait une soirée, vous savez, les gens, dans des soirées comme ça, s'expriment. Donc effectivement, ils m'ont fait part de ce qu'ils avaient beaucoup apprécié, c'est la stabilité et une vision sur l'avenir. Ce que les gens craignent souvent, c'est le changement. On a toujours peur du changement. On veut bien du changement, mais on a toujours peur du changement. Et on veut de la stabilité, de la visibilité. Densité de la concurrence, capacité d'accueil limitée et manque de place à l'aéroport, les freins à la croissance sont très bien identifiés par la Chambre territoriale des comptes dans son dernier rapport. Mais Michel Monvoisin fait remarquer l'émergence de nouveaux facteurs de croissance, comme celui de la rareté des avions, qui oblige de plus en plus de compagnies à retirer leurs appareils sur les lignes les moins rentables. On commence à le voir, United passe de 5 à 4 fréquences et d'un 787-900 à un 800, c'est-à-dire un avion plus petit. C'est-à-dire qu'ils enlèvent beaucoup de capacité sur la Polynésie. Pourquoi ? Parce que probablement qu'ils ont besoin de capacités ailleurs. Et notamment du côté de l'Asie, qui reprend progressivement le rythme de fréquentation touristique d'avant Covid. Il n'y a pas d'avion en ce moment. C'est très dur d'avoir des avions. Pourquoi ? Parce qu'avec la Covid, les délais de fabrication, les délais de livraison se sont rallongés. Donc les grandes compagnies essayent d'optimiser leurs avions. Pour les optimiser, ils iront les mettre là où il y a du volume, là où il y a du remplissage et là où on peut passer des prix. Quand la Chine va se réouvrir, là, on sera content d'avoir Air Tahiti Nui pour se substituer à ces compagnies et pour mettre des sièges, pour nous mettre des sièges là où elles les ont enlevés. Au-delà du retrait éventuel de la concurrence, la hausse des prix des billets permettrait selon lui de couvrir les pertes structurelles de la compagnie. Structurellement, les pertes d'Air Tahiti Nui, c'est autour d'1,5 milliard par an. C'est structurellement dans les conditions d'opération d'aujourd'hui. Mais pour combler 1,5 milliard, je veux dire, avec 5-6% d'inflation sur les billets d'avion, on arrive à l'équilibre. 80% du chiffre d'affaires d'Air Tahiti Nui vient de l'extérieur. Donc, et l'inflation, quand on va la passer sur les touristes. On peut maintenir des prix bas pour les locaux. C'est 20% du chiffre d'affaires. C'est sur les 80% qu'on peut jouer. Et un touriste qui paye $1 500 la nuit à Bora Bora, on peut lui passer 5% d'inflation sur le billet d'avion. Je pense qu'il les paiera. Michel Monvoisin laisse sa place à Philippe Marie. Son successeur prendra officiellement ses fonctions dès lundi. Il présentera alors sa feuille de route, notamment pour assainir les finances. Elle pourrait comprendre la prospection d'un nouvel investisseur au capital. Les fonctionnaires d'État ont une nouvelle fois exprimé le refus du nouveau mode de calcul de leur retraite. Ils se disent lésés par la réforme de l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite, et s'opposent à la contribution volontaire de retraite comme dispositif de remplacement. À l'intersyndicale des fonctionnaires d'État a réuni plus de 200 personnes devant le Haut-Commissariat avenue Powana à Oopa. Une rencontre avec le représentant de l'État s'est tenue à 15h. Je vous propose d'écouter Tiarama Lehartel, interviewé par Andy Ebb. Nous avons passé des concours, donc nous devons bénéficier du statut des fonctionnaires. Il ne s'agit pas de privilège, c'est un statut, c'est écrit, on demande juste que ce soit appliqué de manière équitable, identique à la métropole. Ce n'est pas parce qu'on est polynésien qu'on devrait avoir un traitement différencié. Donc quand vous dites durcir, c'est quoi alors ? C'est faire une grève plus longue déjà, et qui causera sûrement des dysfonctionnements au niveau de l'administration du fait des absences, du service qui n'est pas effectué. Et vu qu'il y a l'échéance des JO bientôt, on sait que localement, l'intersyndicale locale prépare aussi un mouvement. Donc en fait, il y aurait une convergence des luttes à partir de après les élections législatives au mois de juillet des risques que le pays soit à l'arrêt. Donc voilà.
Bien sûr, notre but, c'est pas de prendre en otage les gens, hein, donc on demande juste à avoir un retour de l'État et de pouvoir discuter, enfin de pouvoir aborder la question avec l'État. Parce que pour l'instant, c'est le silence radio. Le Humouti, ou marche sur le feu, né dans la nuit des temps, ouvre traditionnellement au Mana Park de Paia à les festivités du Heiwai Tahiti. 2 jours sont nécessaires au Taua Raymond à Graf pour donner au four sa température optimale. Après un jeûne et une longue méditation, une fois les incantations devenues favorables, le Taua ouvre la marche pour le plus grand plaisir de ses spectateurs. Nous rejoignons notre journaliste Nicolas Pérez qui est sur place. Nicolas, est-ce que vous avez pu marcher sur le feu ce soir ? Bonsoir Davidson. Alors non, pas encore, parce que nous sommes au tout début du lancement de cet événement. Vous entendez derrière moi Raymond Graff, donc le Taoua, le maître de cérémonie de ce Humouti, encore donner les instructions en fait au public qui est venu assez nombreux. On peut le dire, malgré les 2 dernières années qui étaient relativement un peu faibles en termes de passage en fait de personnes. Là aujourd'hui, on m'a dit qu'on était aux alentours de 350-400 personnes. Donc là pour l'instant, le Taoua donne ses indications au public. Il va inévitablement dans quelques minutes passer sur ces pierres incandescentes comme vous le disiez en fait, qui sont au feu en fait, on va dire depuis ce matin, depuis des heures, elles brûlent pour accueillir en fait donc du coup cet événement. Comme vous le disiez, c'est vraiment une tradition lointaine puisque en période de disette en fait, les Polynésiens utilisaient notamment cette technique pour cuire des tubercules afin de les conserver et avoir en fait la grâce des dieux durant cette période de disette et notamment durant le Matari Raro qu'on a fêté en fait le 20 mai dernier, donc la période d'hiver austral. Donc là ce soir en fait, en tout cas le prêtre et ses convives sont prêts à défier le feu. Une soirée qui va débuter d'abord par des danses. Là juste à côté de moi, une troupe marquisienne est en train de se préparer pour offrir aussi un spectacle de danse parce que le Humouti, c'est quand même le Heiva, et le Heiva sans danse, ce n'est plus le Heiva. Donc du coup, Raymond Graff a tenu à ce qu'une troupe de danse soit là pour ouvrir ce Humouti. Dans quelques minutes, après, donc dans une vingtaine de minutes, les premiers touristes, les premières personnes pourront traverser le feu. Alors on vient de me dire à l'oreille que pas de panique, si vous êtes encore dans votre voiture, que vous n'êtes pas encore parti de la maison, il reste encore du temps, vous pouvez venir encore participer à ce Humouti au PK18 à Punaouia. Vous voilà Davidson. Merci beaucoup Nicolas Pérez pour toutes ces précisions et bravo encore pour vos connaissances en culture polynésienne. Comment a évolué l'image de la surfeuse au cours des 30 dernières années? C'est l'un des thèmes abordés cette semaine lors du colloque à des enjeux des Jeux organisé à l'Université de la Polynésie française. Le reportage de Désiré Teivao. D'objet de désir au milieu des années 90 à véritable athlète aujourd'hui. Au travers du magazine Surf Session, la doctorante Valérie Cruzin-Polycarpe s'est intéressée à l'évolution de la représentation de la femme surfeuse. J'ai toujours travaillé sur le surf parce que moi-même je suis surfeuse. J'ai été juge, comme je disais, sur des compétitions. Et ça faisait longtemps que je voulais travailler dessus. J'avais déjà commencé à travailler dessus, mais c'était trop tôt. C'était pas encore suffisamment accepté. En plus, en tant que femme, c'était pas suffisamment. C'était en 2000, très exactement. Donc, j'ai dû attendre un petit peu que tout ça mûrisse et puis j'ai commencé à travailler dessus. Au début des années 2000, les exploits de la hawaïenne Keala Keneli sur la vague de Te Ahupo font rentrer le surf féminin dans une autre dimension. Les multiples champions du monde, Carissa Moore et Stéphanie Gilmore, contribuent aussi à changer les mentalités. Et au Fénois, la victoire de Vahine Fierro à la Tahiti Pro devrait pousser une nouvelle génération de surfeuses vers le haut niveau. Ça peut donner confiance finalement à toutes les jeunes filles qui n'osent pas surfer parce qu'elles se disent que c'est peut-être plutôt pour les hommes, qui n'osent pas surfer de grosses vagues telles que Taupo parce qu'elles se disent que c'est peut-être trop dangereux, plus pour les hommes. Ça leur donnera tout simplement un modèle. Parce que j'ai utilisé une citation qui est « on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas ». Et c'est vrai que si on n'a pas de modèle auquel s'identifier, on ne peut pas le devenir soi-même. Une nouvelle génération déjà en marche, incarnée notamment par Kohai Fierro et Kiara Gould. Les surfeuses polynésiennes prêtes à passer au premier plan. Et il est temps maintenant d'ouvrir notre rubrique Terra Sport.
Et on prend maintenant des nouvelles, Oriano, de notre joueur de basketball, Jackie Léo Kangmoui, engagé dans l'armée. Notre Eito a porté les couleurs de l'équipe de France militaire. Aujourd'hui, il se consacre entièrement à sa passion. Et oui, Notaito a annoncé sur les réseaux sociaux, il quitte l'armée pour se lancer à fond dans le basketball. Ces 2 dernières années, il a alterné entre l'équipe d'Arpajon et l'armée et aujourd'hui, il a signé pour 3 années consécutives à l'US Saint-Gilles. Le club évolue en pré-national et Jackie a pour but de partager son savoir-faire et de faire monter l'équipe en National 3, comme il nous l'explique pendant sa promenade dans la ville de Saint-Gilles. On l'écoute. Fin de carrière militaire parce que je souhaiterais me rapprocher de la famille et puis surtout d'avoir une bonne vie de famille. L'armée, j'ai pu faire le tour et ça m'a beaucoup apporté au niveau mental et personnel. Mais voilà, j'ai envie de voir d'autres horizons et j'ai envie de revenir à fond dans le basket comme j'ai fait avant l'armée. Mon objectif, c'est de donner 3 ans de ma vie à mon nouveau club et puis transmettre en fait cette passion du basket à la nouvelle génération qui arrive derrière. Le plus gros objectif là cette année, ça va être de la montée en National 3 et puis normalement en 3 ans atteindre la National 1, le plus haut niveau de National en dessous de Pro B et Pro A. Le club en a les ambitions et le club a les moyens de le faire. Et on reste dans l'Hexagone, mais dans la ville de Saint-Noble, où se sont disputés les championnats de France à pétanque. Une équipe tahitienne s'y est engagée et elle a réalisé un sacré parcours. Et oui, l'équipe tahitienne était composée par nos cadors Yann Nauta, Robert Teng et Kevin Bokahu. Et le trio tahitien, dès son entrée en lice, a déjoué tous les pronostics puisqu'en 32e de finale, nos Eito ont sorti les champions en titre. Après 2h30 de jeu, ils s'imposent 13-10. Leur beau parcours s'arrêtera en 8e de finale, mais dès ce week-end, nos Boulis vont enchaîner avec la plus grande compétition du monde qui est appelée le Mondial de la Marseillaise et qui attend plus de 15 000 participants. Et changement de discipline et de pays, en l'occurrence à un mois des épreuves olympiques de surf à Teahupo'o, Wahine Afiero, Kaolivast et Mihimanabrai sont en Afrique du Sud pour le Balito Pro, 3e étape des Challenger Series. Et oui, après les 2 premières étapes, la surfeuse de Huahine occupe la 7e place au classement des Challengers Series. L'Afrique du Sud est d'un bon souvenir pour Wahine Fiero. L'année dernière, elle s'était hissée jusqu'en finale. Mihimanabrai et Kaolivas, quant à eux, sont moins bien partis dans la course au CT. Brai occupe la 45e place et Vast est au 55e rang. Le Balito Pro sera donc l'occasion pour les 2 Tahitiens de se relancer. La compétition sera engagée lundi. Un grand faillito à nos athlètes, bien entendu. Et la semaine prochaine, Oriano, pas de Terra Sport puisqu'on se retrouvera donc en septembre. Oui, Davidson, on reprend après la grille de vacances. J'en profite pour remercier tous les athlètes pour leur fidélité. On se donne rendez-vous donc en septembre. Merci beaucoup, Oriano. Ce soir, on vous présente également donc le groupe Ahiora dirigé par Benjamin Colombani, composé d'une 60aine de chanteurs et de chanteuses. Le groupe foulera la scène de Toata pour la première fois cette année sur le thème du murmure de l'esprit. Il sera en ouverture des festivités du Heiwei Haiti jeudi prochain. Reportage de Méréthéato. La troupe Ahiora chante l'âme de la nature. En créant cette troupe, Benjamin Tefaura Colombani souhaitait sensibiliser les êtres humains à un retour à l'essence de la vie. Nos Polynésiens croyaient en une certaine divinité qui habitait en chaque élément de la nature. Bon, on connaît Ruahatu, le dieu de la mer, Oro de la terre et du firmament, et Taarua, le grand créateur. Mais il y a plus d'une centaine de divinités, et c'est ce que Ahiora voudrait mettre en avant, faire prendre conscience à notre population qu'il faut revenir à la source, c'est-à-dire prendre un temps de se connecter avec la nature. Tinei Maono est ce qu'on appelle les Reo Proprau. Cette catégorie de voix féminines requiert une bonne mémoire. Ce n'est pas si facile, on se doit d'être accordé et de connaître notre texte par cœur. Ce n'est qu'après ça que l'on peut se permettre de chanter et hahe avec les autres.
J'ai intégré le groupe de voix Reo Praprao parce que je voulais essayer et voir ce que c'était. Le groupe Ahiora ouvre le concours de chant du Heiwai Teiti avec une prestation dès la cérémonie du Rahiri, l'invocation des dieux pour accompagner les festivités. Et avant de se quitter, cette réjouissante information, en bref, Google vient d'annoncer l'intégration de 110 nouvelles langues dans sa fonction de traduction, parmi elles le breton, l'occitan, mais aussi le Reo Tahiti, une avancée permise par l'intelligence artificielle. Votre soirée sur Tahiti Nui Télévision, ne manquez pas à The Resident, puis une menace sans visage. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tahiti Nui Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.